Cette semaine, j'ai regardé une offre de poste pendant de longues minutes sans bouger. Cette offre, je la connaissais par cœur, que ce soit les missions ou bien que ce soit les compétences attendues, et mon CV et ma lettre de motivation étaient même prêts depuis des semaines. Et pourtant, j'ai failli fermer l'onglet de cette offre par peur. Peur d'être illégitime, peur que mon incompétence soit dévoilée au grand jour, ou par peur de prendre la place de quelqu'un de plus méritant. Et là, j'ai réalisé quelque chose d'un peu déstabilisant. Cette envie de fermer l'onglet, cette peur précise d'être exposé, d'être vu et d'être potentiellement découvert, c'était peut-être exactement la raison pour laquelle je devais candidater. Et je vais vous dire une chose, ne cherchez jamais à guérir de votre syndrome de l'imposteur. Pas parce que c'est agréable à vivre, ça ne l'est pas, mais parce que le jour où vous ne le ressentirez plus, c'est à ce moment-là que vous devriez peut-être vous inquiéter, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Le syndrome de l'imposteur, il y a de grandes chances que vous l'ayez connu à un moment ou à un autre de votre vie. C'est cette sensation que vos succès sont accidentels, que les gens finiront par bien comprendre que vous n'êtes pas aussi compétent que vous tentez de le faire croire, que vous avez eu de la chance, du timing, ou que vous avez juste bien vendu quelque chose que vous ne maîtrisez qu'à moitié. Une étude publiée d'ailleurs estime que 70% des individus le ressentent à un moment ou un autre de leur vie. 70%, ce qui signifie que dans une salle de réunion de 10 personnes, 7 doutent en silence pendant que 3 ont l'air parfaitement à l'aise. La question que personne ne pose jamais est « Est-ce que ces 3 personnes qui ne doutent pas sont vraiment les plus compétentes de la pièce ?» En 1999, 2 chercheurs de l'université Cornell, David Dunning et Justin Kruger, publient une étude qui va à l'encontre de tout ce qu'on croit savoir sur la confiance en soi. Leur découverte tient en une phrase. Les personnes les moins compétentes dans un domaine ont tendance à largement surestimer leurs capacités. Et à l'inverse, plus on devient compétent dans quelque chose, plus on prend conscience de tout ce qu'on ne sait pas encore. Maintenant, prenez quelques secondes et pensez à quelqu'un de votre entourage, que ça soit au travail, dans votre famille ou dans vos amis, quelqu'un qui ne semble jamais douter, qui prend la parole sans hésiter, qui décide sans remettre en question et qui a l'air sûr de lui dans absolument toutes les situations. Est-ce que cette personne est la plus compétente de la pièce? Ou est-ce qu'elle est juste la plus confiante? Et est-ce que nous n'aurions pas pris l'habitude de confondre les deux? Bertrand Russell, philosophe britannique du XXe siècle et prix Nobel de la littérature, l'avait formulé lui d'une manière un peu plus provocante en disant « Le problème du monde, c'est que les imbéciles sont sûrs d'eux et que les gens intelligents, eux, sont pleins de doutes. » Ce qui est intéressant dans ce mécanisme, et c'est là où je veux en venir, c'est que la confiance totale et le doute permanent ne sont pas 2 extrémités opposées d'une même échelle. Ce sont 2 symptômes différents de 2 états différents. Et celui qui est potentiellement le plus problématique n'est pas celui qu'on croit. Il y a 2500 ans, l'oracle de Delphes déclare que Socrate est l'homme le plus sage d'Athènes. Ce qui a pour conséquence de surprendre Socrate lui-même, car il ne se sent pas particulièrement si sage que ça. Dans le but de prouver à l'oracle qu'il a tort, il part alors à la rencontre de toutes les personnes réputées pour leur savoir. Les hommes politiques, les poètes, les artisans, et il y découvre quelque chose de systématique. Chacun d'entre eux croit savoir des choses qu'il ne sait en réalité pas vraiment. Chacun confond sa conviction avec sa compétence. Socrate, lui, a compris une chose que les autres n'avaient pas. Il sait qu'il ne sait pas. Et c'est précisément cette conscience de ses propres limites, cette capacité à mesurer l'étendue de son ignorance qui en fait aux yeux de l'oracle l'homme le plus sage. Ce que Socrate décrit, c'est exactement ce que Dunning et Kruger mesureront 2500 ans plus tard. La sagesse commence par la conscience de ce que l'on ne maîtrise pas encore. Voici donc l'idée que je veux vous proposer, avec toute la nuance qu'elle mérite. Et si le syndrome de l'imposteur n'était pas un signe que vous n'êtes pas à la hauteur, mais au contraire, s'il était le signe que vous avez toute la lucidité de mesurer l'écart entre où vous êtes et où vous voulez aller. Maintenant, attention, se sentir légitime n'est pas suffisant pour être compétent. Ça serait trop confortable et ce serait exactement le genre de raccourci que je ne veux pas vous proposer. Car il y a des gens qui doutent et qui ont raison de douter. Le doute ne remplace pas le travail, il ne remplace pas la compétence et il ne remplace pas l'expérience. Un médecin qui se sent illégitime après 10 ans de formation n'est pas nécessairement meilleur qu'un autre qui est confiant, si ce sentiment ne le pousse pas à continuer à se former, à questionner ses pratiques et à rester curieux. La vraie question n'est donc pas « est-ce que je me sens illégitime ?» La vraie question est « qu'est-ce que je fais de ce sentiment ?» Et selon moi, il y a 2 façons d'y répondre. La première serait de se retirer et de ne pas candidater, de ne pas prendre la parole ou de ne pas lancer ce projet qui compte pour nous et de rester dans les zones où on se sent déjà légitime. Et donc par conséquence de ne jamais grandir. Dans ce cas, le syndrome de l'imposteur devient alors une cage. Le deuxième serait d'utiliser ce doute comme une information et non comme un verdict.
Se demander qu'est-ce que ce sentiment me dit sur ce que je dois encore construire pour être à la hauteur de ce que j'essaie de faire. Et là alors, le syndrome de l'imposteur devient alors un moteur. Si on en revient à ce poste, comme je vous le disais, j'ai longuement hésité à déposer ma candidature. Pourtant, des collègues et des proches m'avaient encouragé à le faire, me vantant des qualités pour ce poste. Mais les encouragements et les avis souvent subjectifs des autres, on le sait, ne sont pas suffisants tant que l'on ne s'est pas convaincu soi-même. Et il y a une chose simple que j'ai envie de vous proposer qui m'a justement aidé à passer le cap de cette imposture pour finalement décider de déposer ma candidature. Cette chose a été de me rappeler toutes les fois dans ma vie où j'avais eu ce même sentiment d'illégitimité et pourtant où j'avais quand même osé. Et ce que j'ai découvert en faisant cet exercice est quelque chose d'assez frappant. Presque systématiquement, les endroits où je m'étais senti le plus illégitime au départ sont devenus avec le temps les endroits où je suis devenu aujourd'hui le plus à l'aise. Pas parce que j'étais naturellement doué, mais parce que la conscience de ne pas être encore à la hauteur m'avait poussé à travailler plus, à me questionner plus et à ne jamais tenir ma place pour acquise. J'ai également pensé à quelque chose d'autre. Si j'obtiens ce poste et que je me sens encore légitime dans les premiers mois, et je me sentirai probablement illégitime dans les premiers mois, ça sera justement ce sentiment qui va me rendre plus indulgent et redoubler d'efforts pour combler mes potentielles lacunes pour ce poste. Car je serai en capacité de mesurer la chance que c'est d'avoir eu ce poste, et quelqu'un qui mesure sa chance travaille différemment de quelqu'un qui pense qu'il méritait naturellement d'être là. J'ai candidaté, non pas parce que je suis certain d'obtenir ce poste, et non pas parce que je suis certain d'être le meilleur candidat de la salle, mais parce que ne pas candidater, c'était choisir d'écouter la peur. Et à l'heure où vous regardez cette vidéo, je n'ai pas encore le résultat. Je viens de déposer ma candidature, et honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer. En revanche, ce que je sais, c'est que je vais aller à cet entretien. Non pas pour montrer que je suis meilleur que mes collègues, mais pour montrer en quoi mon profil peut être aussi intéressant pour ce poste. Et pour aussi donner le meilleur de ce que j'ai, de façon à ne pas regretter d'y être allé. Parce qu'au pire, je n'aurai pas ce poste. Mais j'aurais quand même décidé de croire en moi. Et ça a déjà une valeur. Alors si vous aussi vous traversez une période d'illégitimité, prenez 10 minutes et faites la liste de toutes les situations dans votre vie, qu'elles soient professionnelles, personnelles, peu importe, où vous ne vous sentiez pas à la hauteur et vous avez quand même osé. Et regardez ce qu'elles sont devenues. Ce que vous allez probablement découvrir, c'est deux choses. Première chose, votre cerveau a systématiquement surévalué le risque d'échouer et sous-évalué votre capacité à vous adapter. Il est câblé pour ça, c'est de la survie, pas de la faiblesse. Deuxième chose, vos plus grandes progressions ne viennent presque jamais des zones où vous étiez déjà à l'aise. Elles viennent des zones où vous étiez illégitime et où vous avez quand même avancé. Car si vous attendez de vous sentir légitime pour commencer quelque chose d'important, vous attendrez probablement longtemps. Car la légitimité ne précède pas l'action, elle en est la conséquence. Le syndrome de l'imposteur n'est pas votre ennemi. Ce n'est pas non plus un badge à porter fièrement comme preuve de votre intelligence. C'est un signal qui vous dit que vous êtes en train de vous mesurer à quelque chose qui compte vraiment pour vous, que vous avez la lucidité de voir l'écart entre où vous êtes et où vous allez. Ce qui au fond serait réellement problématique, c'est de ne jamais ressentir ça. Parce que ça voudrait dire soit que vous ne vous challengez plus, soit que vous avez arrêté de vous questionner. Et dans les deux cas, vous ne grandissez plus. Socrate était le plus sage, parce qu'il savait qu'il ne savait pas. Russell avait dit que les gens intelligents sont pleins de doutes. Dunning et Kruger ont mesuré que les moins compétents sont souvent les plus certains d'eux. Il y a peut-être quelque chose à entendre là-dedans. Pas comme une vérité absolue, mais comme un prisme utile. Votre syndrome de l'imposteur est peut-être, dans certains cas, la preuve que vous êtes plus lucide que vous ne le croyez. Et si en ce moment vous avez devant vous un poste, un projet ou une conversation que vous repoussez depuis trop longtemps et qu'une petite voix vous dit « Mais qui suis-je pour faire ça ?» Peut-être que c'est exactement la raison de pourquoi vous devriez y aller.